Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui dédiée aux Jeux Olympiques. Cette année, la France accueille les JO de 2024 et je voulais absolument vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu l'histoire des JO et son actualité. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler des origines de son histoire et j'ai trouvé quelques anecdotes qui ont marqué son évolution. J'aimerais également parler de plusieurs problématiques et de plusieurs polémiques, mais ce sera pour une partie 2 parce que je trouve que ça mérite une vidéo à part entière. Avant de commencer, n'hésite surtout pas à t'abonner et à liker si cette vidéo te plaît. Et on est parti. Les premiers Jeux Olympiques datent du 8e siècle avant Jésus-Christ et se déroulaient à Olympie. À l'origine, ces Jeux étaient dédiés au dieu Zeus et ils étaient une célébration de l'unité entre les cités grecques, marquée par une trêve sacrée pendant les sports. Ces Jeux se produisaient tous les 4 ans. La période de 4 ans qui séparait les éditions de ces Jeux Olympiques s'appelait des Olympiades et dans le temps se comptait par Olympiade et non par année. Donc pour vous dire un petit peu la place et l'importance que ça prenait à l'époque. Les compétitions étaient variées allant de la course à pied à la lutte, mettant en valeur l'athlétisme et la force physique. À cette époque, les athlètes concouraient complètement nus pour être sûr que les femmes ne participent pas et le seul accessoire qu'ils avaient, c'était une corde autour des hanches pour tenir leur pénis pour pas qu'ils soient dérangés pendant les compétitions. Les Jeux se sont déroulés pendant près de 12 siècles et se sont donc arrêtés au 4e siècle après Jésus-Christ pour des raisons culturelles, politiques et religieuses. Il faudra attendre 1894 pour qu'un certain Pierre de Coubertin veuille relancer et réinventer ces Jeux. En 1896, les premiers Jeux de l'ère moderne, appelés aussi les Jeux Olympiques modernes, sont enfin célébrés. Donc oui, en fait, quand vous en parlez aujourd'hui, il faut dire les Jeux Olympiques modernes et pas les Jeux Olympiques tout court. Premier changement notable, les Jeux Olympiques se déroulent maintenant à Athènes et plus à Olympie. Et les athlètes sont maintenant complètement vêtus. Il faudra par contre attendre la 2e édition pour que les femmes puissent participer seulement au niveau du tennis et du golf, malheureusement. Pierre voulait rassembler les nations autour du sport et pour les premières éditions, il a donc convié 13 nations, donc la Grèce, bien évidemment, mais aussi l'Australie, l'Autriche, la Bulgarie, la Grande-Bretagne, le Chili, le Danemark, la France, l'Allemagne, la Hongrie, l'Italie, la Suède et les États-Unis. La participation de ces 13 nations symbolisait l'unité internationale et le début d'une belle tradition olympique mondiale. C'était une étape importante dans l'histoire des JO modernes, marquant leur renaissance et leur vision d'une compétition sportive pacifique entre les nations. Mais vous verrez que ça n'a pas toujours été si pacifique. Au début des JO, il y a eu pas mal de nouveaux sports créés pour justement marquer cette renaissance des Jeux Olympiques. Certaines disciplines existent toujours et sont très populaires, mais d'autres ont vite été annulées parce que ça n'a pas du tout plu au public. Tout d'abord, le marathon qui n'a finalement que 128 ans et qui est toujours très populaire aujourd'hui. Cette épreuve a été créée en l'hommage d'un exploit de la part d'un messager grec, il y a plus de 2400 ans, qui aurait couru 42 km entre la plage de Marathon et la cité d'Athènes. Donc c'était un petit clin d'œil de l'histoire. Pour les sports un peu plus foireux, il y avait notamment les tirs de pigeons vivants. Alors il faut aussi se remettre un peu dans le contexte des années 1900. À l'époque, les pigeons étaient beaucoup plus considérés qu'aujourd'hui. Il y avait même beaucoup de concours de messagers. C'était des messagers en fait. On les libérait d'un pays pour qu'ils rejoignent un autre pays. Il y avait vraiment une course. Et donc quand cette épreuve a vu le jour en 1900, ça a été extrêmement vite critiqué et ils ont vite annulé cette discipline. Il y a eu aussi de l'apnée sous-marine, il y a eu aussi des courses d'obstacles mais sous l'eau. Il y a eu de la lutte gréco-romaine à 3 personnes ou encore des scénarios artistiques, mais tout ça a été vite annulé parce que c'était trop dangereux ou que tout simplement ça s'éloignait en fait du contexte sportif. Donc ici c'est quelques exemples, mais évidemment il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions, beaucoup de disciplines différentes. Et d'ailleurs, à chaque édition, chaque pays hôte a le droit de proposer jusqu'à 5 sports en plus pour les intégrer aux Jeux Olympiques, pour les tester un petit peu. Cette année, du coup, pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris, la France a proposé le surf, l'escalade, le skateboard et le breaking. Donc le breaking, c'est une espèce de danse qui lie danse et performance physique. Je vais vous mettre des extraits. Je trouve ça super cool que la France propose ces sports parce que c'est quand même des sports en vogue, c'est pas des sports vieux comme le monde, quoique l'escalade c'est quand même vieux comme le monde. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'escalade c'est bizarre, je trouve que ça fasse toujours pas partie des JO. Mais en vrai, je trouve ça cool parce que ça permet vraiment aux Jeux Olympiques de pas se vieillir, entre guillemets, et de rester toujours un peu moderne. Maintenant, je sais que parfois ils proposent des sports mais que ça tient pas parce qu'il me semble que l'édition de 2020, ils avaient aussi proposé le skateboard et le surf, il me semble. Donc je sais pas trop comment après ils choisissent d'officialiser ça ou pas. En 1896, donc à la première édition, il y avait une dizaine de sports et une trentaine d'épreuves et il y avait 245 athlètes. Donc c'était vraiment tout petit pour 13 pays
pays en plus. Aujourd'hui, il y a 32 sports et plus de 300 épreuves avec presque 11 000 participants, 11 000 athlètes. Donc vous voyez à quel point ça a pris une proportion énorme et que c'est vraiment quelque chose de très attendu maintenant. Initialement, les jeux étaient exclusivement pour les amateurs, mais au fur et à mesure du temps, ça a évolué vers quelque chose de beaucoup plus professionnel et de beaucoup plus structuré. Donc avant les années 1980, le statut d'amateur était privilégié, basé sur l'idée que les athlètes devaient participer pour l'amour du sport et pas pour l'appât financier. Cependant, il y a quand même plusieurs facteurs qui ont contribué à ce changement. C'était un peu inévitable, je pense. Mais déjà, tout simplement, pour le dilemme financier que c'était, parce que les athlètes donnaient beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour ça, et qu'ils pouvaient pas faire ça non plus, donner autant de temps et d'efforts pour 0 €. Et donc, il y a eu vraiment une nécessité de la part de ces gens de gagner leur vie grâce à ça. Après, il y a eu d'autres sports qui ont évolué vers une professionnalisation assez naturelle, je pense au tennis, au basket, au foot. Et donc, ils étaient obligés de suivre tout ça, parce que sinon, ils devaient exclure des gens juste parce qu'ils étaient professionnels. Et tout simplement parce que les JO étaient à fond dans l'inclusion et que du coup, ils se voyaient mal repousser les pros, sauf que du coup, au fur et à mesure du temps, les compétitions étaient avec un niveau de plus en plus haut, et donc les amateurs se perdaient un petit peu là-dedans, et donc tout ça a fait que ça a évolué vers quelque chose de beaucoup plus pro. Pour continuer vers cette idée d'inclusion, les femmes aujourd'hui participent évidemment beaucoup plus qu'avant. La première édition où vraiment elles étaient présentes beaucoup plus qu'en 1900, c'était en 1928, et aujourd'hui elles représentent 45% des participants. Il y a encore malheureusement quelques différences, notamment par rapport à la médiatisation et donc au sponsoring de quelqu'un, et donc au sponsoring des femmes. Comme ça génère moins d'argent, forcément il y a moins d'épreuves, moins de disciplines pour elles, etc. etc. Donc il y a encore quelques changements à devoir faire de ce côté-là. Les anneaux que vous connaissez qui représentent les JO datent en fait de seulement 1920, donc c'est pas si vieux que ça, je trouve. Ces anneaux intercalés représentent les 5 continents unis par l'olympisme. Quant aux 6 couleurs, parce que le blanc est considéré comme une couleur, elles représentent toutes les nations, car en effet, quand on regarde, tous les pays du monde entier ont au moins une de ces couleurs-là, donc c'était vraiment dans le but de représenter le monde entier. Une autre nouveauté arrive en 1924 avec les JO d'hiver de Chamonix. Les premiers étaient donc en France. D'abord, ils se sont déroulés donc chaque année des JO, et puis après, ils ont intercalé ça de 2 ans à partir de 1994. Donc maintenant, tous les 2 ans, on a ou les JO d'hiver ou les JO d'été. En 1936, au JO de Berlin est née la tradition de la flamme olympique. En 1936, donc Hitler est tout juste au pouvoir, et vous allez voir que la création de cette flamme est un petit peu floue. Au départ, c'était très politique et elle était étroitement associée à la propagande nazie et visait à promouvoir les idéaux du régime. Elle était un peu là pour montrer la grandeur et la suprématie du régime nazi, donc c'était assez noir. Mais aujourd'hui, tout ça est derrière nous et la signification de cette flamme a bien évidemment été revisitée, et on ne parle plus trop de cette sombre période avant la Deuxième Guerre mondiale. Cette tradition symbolise maintenant la connexion entre les anciens et les nouveaux Jeux olympiques. La flamme est allumée à Olympie, puis portée à travers plusieurs pays jusqu'aux pays hôtes. Je trouve ça trop stylé, moi. Cette flamme porte un héritage riche, symbolisant la paix, l'unité et l'esprit olympique. Heureusement du coup que la signification a changé, parce que je trouvais ça assez noir, et en vrai je trouve ça plutôt beau maintenant la signification que ça a donné. Donc heureusement qu'on a quand même gardé cette tradition et qu'on l'a quand même réinventée, tout simplement. La flamme a donc été transportée par tous les moyens, la nage, le ski, dos de chameau, par un plongeur, un parachute et j'en passe. Donc je trouve ça d'autant plus cool en vrai. Imaginez un peu si les JO ça persiste encore pendant des centaines et des centaines d'années, et que la flamme après elle est transportée par des moyens techniques de ouf qu'on connaît pas encore. Ce serait trop stylé comme historique. En 1948, le docteur Ludwig Guttmann organise une compétition sportive pour les vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Il faudra attendre 1960 pour que les premiers Jeux paralympiques voient le jour, et cette première édition s'est déroulée à Rome. Aujourd'hui, plus de 4500 personnes participent aux Jeux paralympiques, donc ça prend de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure des éditions, et nous pouvons maintenant les voir à travers 22 sports différents et 540 épreuves. Ainsi, des débuts modestes de la Grèce antique à la grandeur moderne, les Jeux olympiques ont traversé les époques, capturant l'essence de la compétition, de l'inclusion et de l'esprit humain, mais aussi des moments importants dans l'histoire de l'humanité, que ce soit au niveau politique, de l'avancée technologique ou encore historique. Les Jeux olympiques comptent énormément d'anecdotes, j'en ai lu beaucoup, et j'ai essayé de vous sélectionner 5 anecdotes qui m'ont touchée et qui touchent à plusieurs sujets différents pour terminer cette vidéo sur
des chouettes notes, des chouettes histoires, parfois un peu plus sombres et parfois un peu plus prenantes. Aux Jeux Olympiques du Mexique en 1968, 2 athlètes américains, Tommy Smith et John Carlos, ont levé leurs poings gantés de noir lors de la cérémonie de remise des médailles. Ce geste symbolique pour les droits civiques a été controversé à l'époque. J'en parle dans ma vidéo de Wilma Rudolph, qui était une athlète aussi dans les années 60, qui a gagné beaucoup de prix et qui s'est servi de sa notoriété pour militer avec sa voix pour les droits civiques. Les droits civiques aux États-Unis, c'est vraiment les droits des personnes afro-américaines, donc aux États-Unis. Il y a eu donc la ségrégation, l'esclavagisme qui a été fini, mais c'est vrai que toutes ces années-là, il y avait encore beaucoup d'inégalités. Enfin, il y en a encore beaucoup aujourd'hui, mais c'était vraiment l'explosion, j'ai l'impression, à ce moment-là, la libération. Et donc, il y avait beaucoup de manifestations pour les droits civiques. Et il y a eu beaucoup aussi d'athlètes qui ont pris parti, qui se sont vraiment servis de leur notoriété pour porter ce message. C'est vrai qu'au JO, à chaque édition, il y a des causes politiques qui sont mises en avant, tout simplement parce que les JO attirent beaucoup l'attention et que parfois ils se font dans des pays qui posent problème. Je pense par exemple à Pékin en Chine en 2008, où il y a eu beaucoup de problèmes de droits des hommes et la communication a été coupée souvent, et donc il y a eu beaucoup de personnes qui ont parlé à Pékin en 2008 en disant voilà, maintenant que vous avez les yeux rivés sur la Chine, regardez en fait ce qui s'y passe. Et c'est à chaque édition, c'est comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui se servent en fait de cette cause pour militer, et du coup, quand ça vient des athlètes et qui servent vraiment de leur notoriété, de leur réussite et qui manifestent directement sur les gradins au moment de recevoir le prix, moi je trouve ça d'autant plus incroyable et beaucoup plus fort. Et quand j'ai vu cette photo, quand j'ai lu cette anecdote et que j'ai été voir la photo, ça m'a vraiment pris les tripes et ça m'a vraiment coupé le souffle. Et je me suis dit que c'était très très beau et que j'avais envie du coup de vous en parler et de faire aussi du coup le parallèle avec ma vidéo sur Wilma Rudolph qui a aussi fortement manifesté. Donc autre anecdote, depuis 1972 au JO de Munich, il y a eu des mascottes chaque année, et chaque année c'est une mascotte différente. Ça a un peu dynamisé les JO et c'est vrai qu'à chaque édition on a hâte de voir à quoi la mascotte ressemble. Et je voulais particulièrement vous parler de la mascotte de Moscou de 1980. Alors en 1980 c'était la guerre froide et en plus c'était à Moscou, donc vous pensez bien que ça a un côté un petit peu sombre aussi, je vais vous expliquer un petit peu. Donc la mascotte que vous voyez, c'était un ours qui s'appelait Misha et qui avait un physique très mignon, très doux, très amical. Cependant, au-delà de son aspect ludique, Misha a également été au centre de controverses liées aux relations internationales, donc en raison de cette fameuse guerre froide qui se déroulait à cette époque. Il y avait énormément de tensions entre les nations et ça a vraiment marqué les JO de cette édition-là. Certains pays, dont les États-Unis, ont boycotté même les JO pour protester contre l'invasion soviétique de l'Afghanistan en 1979, donc un an auparavant. La mascotte Misha, initialement conçue pour représenter l'hospitalité soviétique, a été utilisée par certains comme un symbole pour contrebalancer l'image négative du régime soviétique à l'époque. Et c'est pour cette raison que finalement cette mascotte a un peu marqué l'histoire des JO, mais un peu l'histoire aussi de l'humanité, et qu'elle a fait énormément parler et qu'elle a fait naître énormément de discussions politiques autour de ce sujet. Et donc ça a été une des mascottes qui effectivement a assez marqué les esprits. C'est vrai que même physiquement, je trouve que c'est même presque glauque de voir cette petite mascotte super mignonne dans cette ambiance super tendue et en noir et blanc comme ça. Je trouve que ça fait très... vous voyez un peu les décors de films d'horreur avec les mascottes Disney. Je trouve que ça fait un peu la même énergie comme ça. Une troisième anecdote qui m'a vraiment très fortement choquée, je pense que ce serait impossible de revivre la même chose aujourd'hui. C'était en 1904 au JO de Saint-Louis pour le marathon. Cette histoire concerne donc 2 personnes. La première c'est Fred Lorz et la deuxième c'est Thomas Hikes. Je suis pas sûre de prononcer comme il faut. Donc Fred Lorz a d'abord franchi en premier la ligne d'arrivée, sauf que le scandale a explosé quand il a avoué qu'il avait fait toute une partie de la course en voiture. Genre jamais de la vie ça pourrait se passer aujourd'hui comme ça. Et donc il a été disqualifié bien évidemment, et c'est Thomas Hikes qui a donc été le grand gagnant de cette course. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'était des conditions extrêmes pour cette édition-là. Il faisait très très chaud, il manquait d'eau, et donc c'était déjà un vrai défi pour les coureurs. Et donc c'est vrai qu'à la fin de cette course, quand Fred a annoncé qu'il avait triché, ça a un peu remis aussi en question la difficulté de cette épreuve-là. Sauf que clairement, je pense effectivement qu'il y a une grosse pression et qu'il avait beaucoup à jouer.
et que du coup il a triché, mais je pense que son esprit a un peu switché à la fin et qu'il a dû se dire non, en fait je peux vraiment pas mériter ce prix alors que j'ai fait toute une partie en voiture. Donc heureusement qu'il l'a annoncé. Et donc effectivement ça a un peu marqué aussi l'histoire des JO parce que je pense que c'est grâce à ce genre d'événement que les règles changent et que c'est beaucoup plus encadré. Donc pour rappel, en 1904 c'était encore au tout début et c'était encore que des amateurs et donc c'était beaucoup moins cadré qu'aujourd'hui. Je trouvais cette anecdote assez choquante personnellement. Il y a eu aussi l'anecdote des Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Pour certaines épreuves, il manquait de la participation de certains pays qui n'avaient pas en fait les infrastructures chez eux prévues pour entraîner leurs athlètes. Et donc les Jeux Olympiques ont invité certaines personnes pour donner en fait la chance à certains pays de participer à des épreuves. Et donc ils ont invité Eric Moussambani, qui était surnommé Eric l'Aiguille, pour participer du coup aux 100 mètres nage libre. Lors de la qualification, il s'est retrouvé seul dans sa série après la disqualification de tous ses adversaires pour faux départ. N'ayant jamais nagé cette distance pour les compétitions, il a persisté dans sa nage, il était extrêmement lent mais il était seul et donc il a été encouragé par les applaudissements de tout le public et il y a vraiment eu une ovation pour Eric. Son temps de 1 minute 52 était évidemment bien au-delà du temps habituel en compétition. 1 minute 52, je pense que même moi je fais plus rapide pour 100 mètres nage libre. Et bien évidemment, Eric est devenu une figure emblématique de détermination et de courage. Et sa participation a vraiment mis en lumière les difficultés dans certains pays d'entraîner des athlètes pour certaines disciplines. Après, je pense en toute honnêteté qu'il y a des pays où ils sont meilleurs que dans d'autres pays. Eric, il venait de la Guinée équatoriale et je pense clairement que dans cette zone géographique du monde, ils sont beaucoup plus forts en athlétisme par exemple. Donc je suis pas sûre de devoir vraiment pousser les athlètes d'un même pays à faire vraiment toutes les disciplines. Je pense qu'on est tous plus ou moins forts en fonction de notre génétique et de notre capacité physique et de tout ça et de tout ça. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire un petit peu. Un dernier chiffre pour finir cette vidéo a été le pic d'audience le plus grand jamais enregistré pour les JO de 2008 à Pékin. La cérémonie d'ouverture avec ses performances spectaculaires et ses feux d'artifice époustouflantes a été regardée par des centaines de millions de téléspectateurs dans le monde entier. Cet événement a établi un nouveau standard en termes d'engagement du public, reflétant l'impact mondial et l'attrait universel pour les Jeux Olympiques. Voilà pour cette première vidéo sur les Jeux Olympiques. Une deuxième partie, donc comme je vous l'ai dit, arrivera donc sur tout ce qui est problématique et polémique des Jeux Olympiques. Il y a énormément de choses à dire à ce propos. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a mis un petit peu d'étoiles dans les yeux. Personnellement, moi oui, ça m'a fait vraiment plaisir d'écrire cette vidéo et de la tourner et je pense que ça va me faire plaisir de la monter aussi. Donc je vous laisse ici, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt.